Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec la destination Moselle. Bonjour, et dans la France à découvrir aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du département de la Moselle qui va certainement vous étonner. Au sommaire de cette émission, on dort au milieu d'une meute de loups ou de bisons, on se perd dans les couloirs sans fin de la ligne Maginot, on assiste à la fabrication des plus jolies boules en verre soufflées du monde, et si vous n'en avez pas encore entendu parler, des macarons de boulet, et que gustativement, quand on vous dit Lorraine, vous en êtes encore à la quiche, restez avec nous, la Moselle va vraiment vous surprendre. La Moselle à Noël, c'est maintenant. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. On va parler de ce territoire particulier qu'est la Moselle. Particularité de la Moselle, il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est un territoire qui est étonnant et qu'on n'en finit pas de découvrir. Que moi-même, j'ai toujours eu plaisir à découvrir au fil du temps et à chaque fois que j'y suis revenu. Et pour en parler, nous avons un de ses ambassadeurs, un de ses porte-parole, Julien Fréburger, qui est premier vice-président du département de la Moselle, qui est également maire de Mézières-les-Metz, 12 000 habitants, à 12 km de Metz à peu près, au nord, sur la rive gauche de la Moselle. Bonjour Julien. Oui, bonjour Christophe. Alors, on va défendre le territoire de la Moselle. Enfin, vous surtout, parce que moi, je suis un fan de la Moselle. C'est un territoire particulier, un des 7 départements français à faire frontière avec 2 pays. La majorité des Moselans se trouve à moins de 50 mètres d'une frontière. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Julien, nous dire pourquoi ce département est remarquablement situé en Europe, en France et dans le monde ? C'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal comme propos Oui. liminaire. Personne ne saurait faire mieux. Non, je pense. Mais c'est pour ça que je travaille à Sud Radio. On prend les meilleurs. Ah, mais j'ai bien vu ça, je le constate. Non, la Moselle, c'est un département de plus d'1 million d'habitants qui est au milieu de l'Europe et proche de tout. Vous l'avez souligné, esquissé, à un peu plus d'1 heure de Paris, à la convergence de plusieurs pays du cœur de l'Europe, entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, non loin de la Suisse et de l'Europe plus méridionale. La Moselle est vraiment à la croisée des chemins. On n'est pas loin de la Normandie, pas loin de Lyon. En fait, on n'est pas loin de partout, en fait. Mais vous savez, de grands conquérants l'ont remarqué bien avant nous, puisque les Romains s'étaient établis en Moselle et y avaient tracé de grandes voies qui permettaient finalement de relier de nombreux points de l'Europe, car la Moselle est proche de tout. Donc, si la Moselle est proche de tout, tout le monde est proche de la Moselle, et donc tout le monde peut s'y rendre, la visiter et en profiter très facilement. Alors, première petite étape qu'on va faire ensemble, Julien. Metz, rapidement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans cette émission. À Metz, alors moi j'ai toujours aimé cette ville parce que c'est une ville-jardin. Elle est pionnière en matière d'écologie urbaine. Il y a des quartiers comme ça que j'aime beaucoup, le quartier Impérial, la rue Vauban, le Pont des Roches, le centre Pompidou évidemment, la cathédrale Saint-Étienne, cathédrale gothique, et puis la gare de Metz quand on arrive, parce qu'elle a été élue 3 fois la plus belle gare de France. C'est un chef-d'œuvre d'art nouveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir, à ne pas manquer à Metz? C'est très difficile de répondre en quelques secondes, sachant que oui. Metz est une ville 3 fois millénaire. Metz est une ville depuis très longtemps. Une ville avec ce que cela comporte, un mode de vie urbain, des points de convergence, une place commerçante très forte, une place administrative de premier ordre. Metz a également été capitale, puisque au moment du partage de l'empire de Charlemagne, Metz était tout simplement la capitale de l'Austrasie. Donc, si vous voulez, c'est une ville qui se laisse découvrir et qui recèle un patrimoine historique, évidemment en lien avec cette histoire très, très longue et très riche. Alors, vous avez cité le quartier impérial. Il y a effectivement une influence architecturale récente. Quand je dis récente, c'est à l'échelle de l'histoire germanique. Mais il y a également... Tout à fait, Wilhelmienne. Mais Metz, c'est également une architecture classique. C'est le plus vieil opéra-théâtre de France. Il y a la plus vieille église de France, Saint-Pierre-aux-Nonains. Absolument. Ouais. Saint-Pierre-aux-Nonains, tout à fait. Plus vieille église fortifiée de France. Mais vous avez aussi dans certains quartiers de la ville
et je pense notamment à Saint-Clément qui a accueilli très longtemps un lycée de tout premier ordre. Vous avez une influence italienne aussi sur le plan architectural. Oui, c'est vrai. Metz, finalement, la position géographique de la ville se traduit par les différentes influences architecturales dans les différents quartiers de la ville. Et c'est ce foisonnement qui fait son intérêt, son attractivité quand on arrive en Moselle. Une dernière petite chose sur Metz, Julien, il y a l'Arsenal, qui est quand même un lieu de culture et de concert, est connu dans le monde du spectacle et des musiciens que je fréquente aussi pour une salle avec une acoustique exceptionnelle. Quand on dit l'Arsenal à Metz, on est sûr que c'est un concert qui va être en béton. Alors quand l'Arsenal rénové a été inauguré, moi j'avais une dizaine d'années. Il faut savoir que c'est le très grand architecte Ricardo Bofill qui a, superviser les travaux. Et il y a eu le concert inaugural de l'Arsenal rénové a été dirigé par Rostropovitch. C'est dire que l'acoustique devait lui convenir. Au top. On va sortir de Metz, Julien, vous qui connaissez et qui aimez bien votre département. Parlez-nous, faites-nous rêver un peu de la géographie de ce département. Les Vosges du Nord, les plaines, les endroits, les lacs, les montagnes, les étangs. C'est quand même un département de nature, la Moselle. C'est un département extrêmement vert. En fait, c'est du vert et du bleu. On a une nature qui est omniprésente, y compris en zone urbaine, vous l'avez dit, avec Metz-Ville-Jardin. Je ne parlerai pas, parce qu'il y a des personnes bien plus qualifiées que moi du parc de Sainte-Croix, mais Metz, c'est aussi, et la Moselle, c'est beaucoup d'eau, de très grands étangs qui permettent toutes sortes de loisirs nautiques. C'est la vallée de la Moselle qui connaît un climat un petit peu plus chaud que sur les hauteurs. Et quand on parle de hauteur, on ne peut pas ne pas citer, je crois que vous ne l'avez pas fait, les côtes de Moselle. Les côtes de Moselle qui, sont situées sur la partie occidentale du sillon mosellan et qui accueillent de nombreuses vignes surplombant Metz et la vallée de la Moselle. Donc oui, il y a beaucoup de choses à y faire et il y a des endroits insoupçonnés mais que les Mosellans, en tous les cas, que les passionnés de la Moselle connaissent bien, et vous l'avez dit, j'en fais partie. Il y a une route des vins, évidemment, en Moselle. Oui, il y a une route des vins. Là encore, on n'a rien inventé. Ben non, mais en tout cas, vous l'avez, cette route. Ah, on l'a, et ce sont les Romains qui ont implanté la vigne en Moselle. La Moselle est un département vitivinicole depuis l'Antiquité. On est quand même là dans un registre intéressant. Alors, aujourd'hui, il y a des initiatives fabuleuses en matière de vin, mais on ne produit pour l'instant que 300 000 bouteilles. Et 300 000 bouteilles, c'est vite bu. Oui. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est vite bu, pas tout seul. Hein, non, bien sûr, et avec modération, bien sûr. Hein. Et bien entendu, et j'invite tout le monde à la modération, ce qui n'empêche pas le plaisir et la dégustation. Évidemment. Au contraire. Mais on est en train là de soutenir et d'essayer de faire en sorte que l'AOC Moselle s'étende, parce que nos produits connaissent un succès grandissant, et sur les meilleures tables. On a une AOC Moselle de toute première qualité qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Autre petit survol dans la Moselle, moi je suis allé voir le château de Malbrouck, que vous connaissez évidemment sur la commune de Mande-de-Rennes, dans ce qu'on appelle le pays des trois frontières. Ce château, il est remarquable, d'abord parce que j'aime bien moi les châteaux forts, costauds du XVe siècle, et puis il a une histoire insolite. Il a donné naissance à la chanson de Malbrouck. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson qu'on va écouter en deux? Voilà. Ça, on s'en rappelle, cette chanson. Eh bien, elle vient de là, du siège du château de Malbrouck. Absolument. Bon, là, maintenant, le château, c'est un grand lieu de paix. Hein. Ah oui, bien sûr. Qui reçoit une expo Astérix que je vous recommande d'aller voir, qui est remarquable. Ah oui. Un petit coup de potion magique et on y est très rapidement. Non, j'y suis allé il y a très peu de temps. L'exposition est magnifique. Bon, elle n'est pas... éternelle, mais elle est magnifique. Et le château est un écrin qui se prête bien. Il est magnifique. Que le département, d'ailleurs, va renouveler. Ah bah très bien, entre parenthèses. Mais en même temps, il fait partie du réseau Moselle Passion, je crois. Oui, on a des sites Moselle Passion aux quatre coins du département. On pourrait en citer d'autres. Parmi les exemples les plus connus, il y a la maison de Robert Schumann à Sichazel, sur les hauteurs de Metz, qui vaut également le détour, avec
une muséographie intéressante. Vous avez également les jardins fruitiers de la Connexie. Vous avez Bliesbrück-Rheinheim, plus à cheval sur la frontière franco-allemande, qui est un parc archéologique. Enfin, il y a beaucoup de choses à découvrir. Le musée du sel, le musée Alors Georges Latour. pour nos auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent et qui habitent dans le sud, imaginons Brest, Biarritz, Lyon, ils vont chercher sur Moselle Passion, et c'est une bonne porte d'entrée de la Moselle et de son patrimoine. Ah ben, ils trouveront à coup sûr, qu'ils soient de Brest, de Toulon ou d'ailleurs, ils trouveront et ils seront bien accueillis. Parfait. Voilà, parce qu'on a le sens de l'accueil en Moselle. Ah bah ça c'est vrai, sens de l'hospitalité et de l'accueil. Et amis auditeurs de Sud Radio, tout à l'heure on va vous révéler où dormir au milieu d'une meute de loups ou d'une harde de bisons, et où écouter des chants de Noël en pleine forêt la nuit. Ça se passe toujours en Moselle. C'est Noël, nous sommes avec Julien Fréburger, premier vice-président du département de la Moselle, et tout à l'heure on vous donnera toutes les clés pour ces aventures incroyables. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Avec la destination Moselle. Retour dans la France à découvrir. Nous sommes en Moselle avec Julien Fréburger, le premier vice-président du département de la Moselle, et on va tout de suite accueillir Pierre Singer, président du syndicat d'initiative de Saint-Quirin, qui fête ses 60 ans. Il est président de Sainte-Croix Biodiversité également. Mais tout de suite, on va parler de la Moselle, de Noël et des marchés nocturnes. Bonjour Pierre Singer. Bonjour Christophe. Ravi de vous accueillir. Bonjour à tous les amis de la Moselle et à tous les autres. Ah bah là, on est tous là, on est tous autour de vous, et on vous adore dans la Moselle. Le sud du département, Saint-Quirin, petit village, 716 âmes, du pays de Sarrebourg. C'est un ancien lieu de pèlerinage. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France. Moi, ce que j'aime à Saint-Quirin, c'est sa petite église en grès rouge des Vosges, ses deux fontaines, la miraculeuse et celle de Saint-Jean. Mais je ne connaissais pas ce dont vous allez nous parler maintenant, Pierre, qui est le Sentier des Lanternes. Oui, alors, ça ne s'appelle pas le Sentier des Lanternes. Attention. Oui. Parce que le Sentier des Lanternes, effectivement, c'est à Metz. Oui, c'est à Metz. Et c'est véritablement un sentier absolument exceptionnel, comme l'est d'ailleurs celui de Saint-Quirin, mais dans un registre très différent. Vous savez, Saint-Quirin, déjà, quand on s'appelle Saint-Quirin, on doit tout aux faits religieux. Oui. Avant même la christianisation, c'était un lieu de culte celtique. Il y avait évidemment beaucoup de populations qui ont des noms charmants, des Médiomatrix, des Luc, des Triboc, qui vivaient là, qui échangeaient sur les hauteurs du Donon. Et donc, il y avait les cultes celtiques. Et puis, quand la christianisation est apparue, ce sont des reliques d'un saint martyr romain qui ont donné naissance à ce village, avec toute sa culture religieuse, ses pèlerinages, avec les 7 chapelles qui sont consacrées à la religion catholique. Et donc, forcément, le temps de Noël, c'est un temps exceptionnel. Et il y a une quinzaine d'années, le syndicat d'initiative, qui est né en 1961 et qui fête donc ses 60 ans cette année, s'est dit, on va... dans cet écrin qui est absolument merveilleux, parce que ce que je ne vous ai pas dit, je vous ai parlé des chapelles, je vous ai parlé des pèlerinages, je vous ai parlé des fontaines miraculeuses, mais je ne vous ai pas dit que tout ça, c'était au cœur d'un massif forestier mystérieux et absolument immense, qui démarre à 200 mètres d'altitude et qui finit à 900 mètres, et qui fait la taille de Paris intramuros en forêt. Donc, en fait, c'est un lieu, un paradis de la randonnée où on se promène, on découvre des roches en grès énormes, des champignons, on se relaxe, on se détend, on se reconnecte à la nature, on se répare, on se régénère. Et puis, on a des clubs vosgiens, on a un mouvement associatif très fort et on vous emmène en forêt les 3 premiers week-ends de décembre dans une balade féerique, mise en lumière. On raconte l'histoire de ces sapins de Noël géants qui sont coupés chez nous et qui vont jouer les stars sur la place Vendôme, jouer les stars sur la place Kléber à Strasbourg, jouer les stars sur la plus belle place du monde, la place Stanislas à Nancy. Vous voyez qu'on n'est pas chauvin en Moselle, on apprécie aussi la beauté de la place Stanislas ou de la place Vendôme, on est partageurs. Hein. Vous êtes les premiers fournisseurs de sapins de Noël de France. C'est ça, on est les fournisseurs officiels de sapins de Noël. Il faut le savoir. Et on va vous raconter cette histoire. C'est un conte écologique formidable d'un petit sapin. On peut y aller en famille, c'est long. On a des petites lampes pour s'éclairer. Comment ça se passe ? Il faut y aller en famille. Oui. C'est évidemment un temps de partage familial formidable. Le sentier fait 2,5 km. Bon, évidemment, ça monte un tout petit peu. Mais une fois qu'on est sur le plateau, après, il n'y a aucun problème. Quand on est sur le plateau de la Haute-Chapelle, qui est du XIe siècle, on va passer dans des chemins très, très, très aisés. Et puis, on a évidemment une petite lanterne personnelle et puis, bien sûr, une mise en lumière magnifique. Il n'y a rien de plus beau qu'un sapin de Noël qui reste dans sa forêt
et qui est illuminé. Vous verrez, c'est une pure merveille. C'est vrai, vous confirmez, Julien, quand on est mosellan, on est proche de sa nature et de la forêt? Écoutez, oui, moi qui suis élu de la partie certainement la plus urbanisée de la Moselle. Vous avez moins de forêt, vous. On a un patrimoine forestier non négligeable, mais évidemment, à côté du sud mosellan et des endroits racontés par Pierre, c'est bien modeste. Oui, on est très proche de la nature et on se ressource très facilement à quelques encablures de chez soi. Que l'on soit citadin ou habitant de parties plus rurales du département, on a vraiment ce patrimoine inestimable à portée de main. Et un patrimoine de forêt et aussi un patrimoine lacustre pour ceux qui aiment les étangs, les lacs. On est proche parfois d'univers et de territoires de la Norvège ou du Québec ou ce genre de choses. Vous voyez, on se retrouve dans des grands espaces comme ça, je trouve. Mais absolument. Oui, je t'en prie, Pierre. Ah non, pardon, Julien. Mais je voulais juste dire qu'effectivement, pour les Messins, mais aussi les Strasbourgeois ou les Nancéens, et puis même les Parisiens, et même de beaucoup plus loin, on est un lieu complètement de ressourcement nature et de reconnexion nature, à tel point qu'on a même été reconnu patrimoine mondial de la nature, oui. Donc réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO, et parce que nos étangs, parce que nos canaux, parce que nos rivières, parce que le plan incliné, parce que les forêts, on a un dispositif naturel façonné par l'homme d'ailleurs, parce que ce qu'on ignore un petit peu, c'est que les étangs, dont l'étang du Lindre, qui fait partie aussi des sites Moselle-Passion, eh bien cet étang, il a été créé de la main de l'homme au haut Moyen-Âge. Donc en fait, ce sont des paysages qui ont été modelés par l'homme et qui sont devenus des merveilles de la nature. Et justement, dans cet ancrage dans la nature, on n'oublie pas le jardin d'Éden que vous présidez, aux destinées desquelles vous présidez, Pierre Singer, le parc de Sainte-Croix à Rhodes. C'est à 80 km au sud-est de Metz. Et là, vraiment, c'est la reconnexion à la nature que l'on vise dans ce parc animalier. Un écrin de verdure, 120 hectares, un lieu de découverte de la faune européenne, 1500 animaux, 100 espèces vivant en semi-liberté. Comment on peut apprécier ce moment de recontact avec la nature, Pierre? En fait, c'est une idée qui est née dans la tête de mon papa. Gérald. Depuis l'endroit où je me trouve, ici au domaine des Bachats. Il était fils d'agriculteur lui-même, et il adorait suivre la piste du blaireau, du chevreuil ou du sanglier, et il voulait partager ça avec ses concitoyens. Vous savez, dans les années 70, on n'était pas encore complètement conscient de la finitude des ressources naturelles. Les menaces n'étaient pas encore aussi grandes. Il voulait simplement partager cela. Il voulait créer une sorte de jardin d'Éden où l'homme et la nature vivraient en harmonie, un lieu où on pourrait rentrer un petit peu dans la vie secrète des animaux, sans forcément d'ailleurs aller les déranger dans le milieu naturel. C'est vrai que c'est un formidable sas. Si on a envie d'en savoir un petit peu plus sur la nature, s'émerveiller de la naissance d'enfants, voir comment peut grandir un ours brun, voir plein de choses vraiment merveilleuses. On va au parc de Sainte-Croix. De le faire dans des lieux, oui, où on est accompagné, où on peut rencontrer aussi des éco-interprètes, des spécialistes. Enfin, c'est vraiment un lieu de partage, un lieu de reconnexion. Et on peut dormir sur place déjà en ce moment, au moment de Noël, pas le 23, 24, 25, mais on peut réserver un lodge avec sa famille et se réveiller le matin au milieu des biches, des loups, des lynx. Oui, c'est-à-dire que depuis 2010, on a pensé que c'était intéressant de permettre à un petit nombre de gens, parce que ça ne peut pas être une industrie, c'est vraiment de l'ordre du tourisme intimiste, c'est vraiment de l'ordre du tourisme de proximité. Voilà, on ne peut pas vivre cette expérience-là en étant 500 ou en étant 1000. C'est une poignée de personnes, on a 46 hébergements, qui peuvent venir donc passer la nuitée au sein du parc, entendre notamment l'extraordinaire concert qui a lieu plusieurs fois par soir, à savoir le hurlement ou le chant des loups, parce que le hurlement, vous voyez, c'est un côté absolument péjoratif. On l'a, je crois, le chant des loups. On en a un petit chant des loups, là. Écoutez, je veux bien. Alors là, si on peut... C'est un peu ça qu'on entend quand on est dans son lodge avec sa famille et ses enfants. Ça fait un peu peur, non? Écoutez, ça fascine. Ça fait pas vraiment peur. Non, parce qu'on est tranquille. Le loup, vous savez, quand on parle du hurlement ou du chant, on a tout dit. C'est-à-dire que le loup, ou on le déteste ou on l'adore. Oui. Il n'a jamais eu droit à un traitement équilibré, en fait. Soit il hurle comme un terrible diable, soit il est complètement idéalisé comme une espèce de symbole merveilleux de la vie sauvage, etc. Toujours est-il que c'est un animal absolument fascinant, car il nous ressemble tant. Et donc ça nous fascine de voir un groupe social organisé, capable de ruse, capable de... Ça, c'est fascinant, en fait. C'est une sorte de reflet de nous-mêmes, le loup. Oui, c'est bien pour ça qu'on dit que l'homme est un loup pour l'homme.
Oui, bah, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et quand on se réveille dans votre lodge, on a ces grandes baies vitrées où on est en communion avec la nature. Et c'est le moment d'y aller dans les moments de Noël, puisque au Jardin d'Éden, au moment de Noël, normalement, on devrait pouvoir communiquer avec les animaux. C'est ce qui est dit dans le Jardin d'Éden. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que dans le Jardin d'Éden, on communiquait avec les animaux et les humains se parlaient. Puis ça, Et se comprenaient. Perdu, hein. Et se comprenaient. Et ça s'est perdu. Et une légende raconte qu'effectivement, à minuit moins 2, le soir de Noël, la connexion peut se rétablir. Alors, vous pouvez essayer, si vous voulez, Oui. à minuit moins 2, vous pourrez aller dans la forêt et essayer de recommuniquer avec les animaux. Je crains que le dialogue soit un peu interrompu entre la nature et l'homme. Et c'est Victor Hugo qui le soulignait déjà, Victor Hugo, puisqu'il disait il est dommage que l'homme ne puisse plus entendre la nature qui a tant à dire. Oui. Effectivement, il soulignait déjà, Victor Hugo, imaginez, avait compris que nous commencions à très, très, très sérieusement à devenir ce que Gérald Singer appelait une espèce hors sol. Oui, mais ça y est, on est devenu. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Et ça, là, on veut vous ramener un petit peu les pieds sur terre à Sainte-Croix et vous permettre de découvrir la réalité de certaines choses, une réalité d'ailleurs absolument merveilleuse, qui se renouvelle, qui est riche, qui est variée. C'est très intéressant, en fait. Je crois que c'est l'essence même de la vie. Vous êtes d'accord, Julien, avec tout ce qu'a dit, qu'avait dit Pierre, bien sûr? Ah, moi, je bois les paroles de Pierre. Bah, moi aussi, c'est très bien. On se retrouvera au parc de Sainte-Croix à Rhodes, à 80 km au sud-est de Metz, dans un jardin d'Éden. Je vous interromps, Julien, parce que tout de suite, on va accueillir dans un instant un homme qui dirige le Centre international d'art verrier dans le pays du verre et du cristal, à Meisenthal, là où l'on trouve les plus belles boules de Noël du monde. Et on se retrouve dans un instant pour en parler, chers auditeurs de Sud Radio, tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec la destination Moselle. Retour dans la Moselle avec vous, Julien Fréburger. Vous allez bien, Julien? Vous êtes content de la façon dont on parle de la Moselle? Ah, très content. Là, on a trouvé un très bel ambassadeur de la Moselle en votre personne. Ah, je vous remercie. On va continuer à en parler de la Moselle parce que vous savez que c'est une terre aussi de tradition et de métier d'excellence. Et c'est vrai parce qu'on va parler des macarons de boulet tout à l'heure, mais on va aussi parler maintenant de l'art verrier avec vous qui est en ligne avec nous. Yann, bonjour. Bonjour Christophe. Donc Yann, vous dirigez le Centre international d'art verrier, c'est ça, hein, qui a vu le jour en 92 dans une terre un territoire où l'art verrier est quand même représenté par beaucoup de grandes marques, Saint-Louis, La Ligue, Baccarat, Dôme. C'est vraiment l'histoire du massif des Vosges qui s'inscrit dans un territoire de mémoire verrière. Et aujourd'hui, vous produisez plus de 60 000 boules par an, avec 15 personnes qui les soufflent à la bouche. Est-ce que là, on est dans une industrie complètement ahurissante de savoir-faire, de tradition et d'excellence? Bah effectivement, hein, Meisenthal, c'est un petit village de 600 âmes niché dans les dernières vertèbres du massif des Vosges du Nord en Moselle-Est. C'est un petit village qui est entouré par la cristallerie La Ligue, par la cristallerie de Saint-Louis, plein des mastodontes. Des mastodontes, mais aussi beaucoup d'artisans. Pourquoi, oui. Comme le disait Pierre, hein, c'est l'implantation de ces massifs forestiers majestueux qui ont favorisé l'installation de cette industrie qui avait besoin de beaucoup de bois pour porter à fusion le sable et le transformer en verre. Et donc, il y a eu des aventures et des épopées industrielles hors du commun dont on est héritier aujourd'hui, puisque Meisenthal, c'est un site qui a fonctionné de 1704 à 1969 et qui vit depuis presque 50 ans un étonnant second souffle. Il y a un musée du verre, il y a une halle verrière avec des spectacles, des festivals de théâtre de rue, des concerts, et le Centre international d'art verrier, dont l'objectif est d'essayer de réveiller ces gestes traditionnels, cet héritage technique, et de le remettre au goût du jour, de le remettre en culture, en invitant des créateurs contemporains, des artistes, des designers, à revisiter cette tradition technique pour pouvoir réinséminer dans le système, réinséminer pour nos visiteurs, puisque c'est un site qui se visite aussi, des objets qui répondent aux envies de notre époque. Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher en cette période de Noël chez vous? Des boules de Noël, cette fois qui ont été designées par une artiste différente, comme chaque année? Tout à fait. Bah, effectivement, dans le village voisin de Meisenthal, à Götzenbrück, on fabriquait des boules de Noël. La légende dit que c'est les premières du monde. Mais je suis d'accord avec la légende, c'est la première du monde. C'est la première du monde. Fabriquée entre 1858 et 1964. On a invité, il y a une vingtaine d'années, les derniers verriers vivants qui les avaient fabriqués. Et ces vétérans, avec l'esprit gaillard, nous ont appris à fabriquer des boules de Noël comme on les faisait dans le temps.
on a commencé en 99 à en éditer quelques-unes, des modèles traditionnels, et puis on a invité chaque année des designers à revisiter cette tradition. Et depuis, c'est devenu, il faut l'avouer, un vrai succès populaire, un vrai phénomène, puisque voilà, beaucoup de monde se rend à Meisenthal pour visiter les expos, pour voir les verriers au travail, pour acheter évidemment des boules de Noël. Quelques points de vente extérieurs à Metz, à Sarreguemines, à Forbach, dans d'autres coins de Moselle, et c'est devenu un véritable phénomène. Et effectivement, chaque année, un designer, une designer est invité à revisiter la tradition. Vous avez Arty, qui a été produite en 2018, Magma, cette petite capsule d'exploration intraterrestre qui a été produite l'an dernier, et puis cette année, la nouvelle née, la dernière née, le millésime 2021, c'est Piaf. D'accord. J'ai entendu parler d'un baptême du feu pour enfants chez vous. Comment ça se passe ? Effectivement, hein, dans les différentes actions que nous proposons aux habitants du Pays de Bitche, de la Moselle et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'actions de valorisation de ces métiers. Vous savez combien il est important de continuer à le transmettre, à donner envie à nos jeunes générations de s'y intéresser pour en devenir les promoteurs et pourquoi pas les verriers de demain. Et donc, effectivement, entre avril et juillet, nous proposons pour tous les enfants dans le cadre scolaire ce qu'on appelle les baptêmes du feu. Donc, les enfants viennent ici, viennent souffler le verre, viennent faire des petits ateliers, des jeux de pistes historiques dans le village, etc. Une belle manière de peut-être mettre le pied à l'étrier et puis d'éveiller des envies, quoi. Est-il vrai que plus de 10 000 personnes, ou à peu près 10 000 personnes, vont venir acheter les boules de Noël spécialement soufflées à Meisenthal ? C'est vraiment la boule de tradition qu'on veut ne pas manquer. Tout à fait. On a ouvert il y a un peu plus d'une semaine. C'est l'émeute à Meisenthal. On l'a bien voulu. Hein. Oui, c'est sûr. D'autant plus qu'on travaille dans un site reconverti, puisque le grand projet architectural vient de se voir finir, un projet mené par des architectes américains de New York. Et donc, effectivement, on a une plus grande capacité d'accueil. On accueille les visiteurs dans de meilleures conditions. Et à cette période, effectivement, 10 000, on est plus à 20 30 000. Donc, ah oui, quand même. Donc, j'ai pas les bons chiffres. Un petit village qui se transforme tout à coup en une énorme destination. D'accord. Julien, est-ce que c'est assez symptomatique et emblématique de la Moselle, ce geste artisanal, ce métier d'excellence qui se perpétue, qui se renouvelle, alors qu'il était un petit peu tombé en désuétude ? Il y a un renouveau comme ça chez vous ? Il y a un renouveau extraordinaire qui effectivement attire beaucoup de monde. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre l'autre soir à la présentation de l'édition 2021, mais il fallait voir le monde qui venait, mais pas... Avec ferveur, presque. Par plaisir. Oui, il y avait effectivement une ferveur, une forme de communion autour de cet art qui est traditionnel et en même temps extraordinairement actuel. Et presque identitaire, presque. Hein, ça fait partie de la culture et de l'ADN des Moselans. Mais écoutez, c'est notre patrimoine, c'est notre savoir-faire, c'est ce qui est produit ici avec des recettes qui sont transmises au gré de l'histoire et qui aboutissent finalement à des objets très contemporains, mais aussi plein d'anecdotes, d'histoires. Il faut se pencher sur la façon dont l'édition 2021 de la boule de Meisenthal a été préparée. C'est quelque chose d'extraordinaire et on peut parler de communion entre ce savoir-faire et la nature. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est remarquable. Il faut aller voir sur place, de toute façon. Le seul problème, c'est que, à l'instar du vin mosellan aujourd'hui, il n'y aura probablement pas assez de boules pour satisfaire tout le monde. Donc, il faut que chacun soit raisonnable de manière à partager. Allez, soyez raisonnable sur les boules, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui à la Moselle. Auditeurs de Sud Radio, restez avec nous parce que maintenant, on va filer toujours en Moselle, à 30 km à l'est de Metz. Merci beaucoup, Yann. On va filer à Boulay pour connaître tous les secrets de fabrication d'un macaron. Le macaron de Boulay, unique au monde, dressé à la cuillère en argent et gourmandise préférée de qui ? Du général de Gaulle autrefois. On va accueillir... Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous accueillons Jacques Alexandre. Bonjour Jacques.
Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. On est ravis de parler de la Moselle parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a un foisonnement de choses, de particularités, de singularités. Vous en faites partie. Les macarons de Boulay, inventés en 1854 par les époux Lazare. Ils créent de délicieux macarons qui se distinguent par un moelleux incomparable, une consistance souple, avec un délicat goût d'amande, fraîchement émondé. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Et une création qui ravira les palais des plus fins gourmets. Et ça dure depuis près de 167 ans. Et vous avez repris à 35 ans l'entreprise familiale. Vous étiez à Lille, vous travailliez dans l'acier, donc rien à voir. Et vous êtes retroussé les manches et vous êtes dit, je ne veux pas que cette tradition se perde et je vais continuer. C'est bien ça ? Effectivement. Ma mère était sur le point de vendre l'affaire, c'était quasiment fait. Et j'ai eu une espèce de prise de conscience que ce patrimoine-là, c'était notre patrimoine et qu'il était pas question qu'on le laisse filer. Donc, rien que pour ça, on vous félicite. Mes enfants dans la maison familiale. Vous avez bien fait parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est florissante. Vous vous levez tous les matins à 4 heures du matin, vous êtes dans votre labo avec 4 personnes et vous en produisez à peu près 700 000 par an. Est-il vrai qu'ils sont dressés un à la cuillère en argent ? Absolument, c'est notre grande fierté. C'est ce qui. Mais pourquoi la cuillère en argent ? Pourquoi l'argent ? Parce qu'à l'origine, l'argent était une qualité alimentaire. Les cuillères de nos ancêtres étaient en étain ou en argent. L'étain était toxique et donc ils utilisaient leur cuillère en argent. Et peu à peu, la forme de la cuillère en argent s'est confondue avec celle de nos macarons. Donc je parle bien des cuillères en argent des services de nos grands-mères, donc avec une forme bien bombée et voilà, tout à fait caractéristique et qui est celle de nos macarons. Donc on a continué, on pourrait aujourd'hui utiliser bien sûr d'autres matériaux, mais on a continué traditionnellement à travailler avec ces cuillères en argent. Julien, on est fiers de ce patrimoine aussi gastronomique. Les macarons de Boulay viennent d'être reconduits le label EPV, qui est l'entreprise du patrimoine vivant. C'est quand même pas mal. C'est extraordinaire et c'est absolument délicieux. Et qu'un homme de goût comme le général de Gaulle, qui a d'ailleurs vécu en Moselle, en effet, sa gourmandise préférée, sa gourmandise préférée, cela signifie quelque chose. Moi, je peux vous dire que j'aime beaucoup les macarons de Boulay. Ils sont incomparables. Il y a des macarons qui sont produits dans d'autres lieux, mais alors ceux de Boulay sont d'une finesse et d'une tessiture extraordinaire. Oui, qui n'ont rien à voir avec les macarons classiques, donc on s'imagine en deux parties. Non, c'est vraiment la petite pâte qui n'est pas séparée en deux, avec un petit goût d'amande. C'est le macaron classique. Le macaron classique, c'est ce macaron-là. On n'est pas les seuls à en produire. Non, bien sûr. Mais le macaron tel qu'il est arrivé avec les pâtissiers de Catherine de Médicis, c'est celui-là. Le macaron que vous appelez classique, qui est beaucoup plus récent, et date de la fin du 19e siècle et de la pâtisserie La Durée qui a inventé ce macaron-là. Ça veut dire quoi qui a été remis à la mode par Pierre Hermé il y a maintenant une trentaine d'années. Ça veut dire quoi des amandes émondées ? Les amandes émondées, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec de la poudre d'amande, on travaille avec des amandes entières qu'on approvisionne dans leur peau et qu'on émonde, qu'on épluche nous-mêmes, tout simplement, pour préserver leur saveur. D'où la qualité de ce produit, cette onctuosité et cette saveur incroyable. Oui, ça change tout, parce qu'effectivement, imaginez un fruit, une pomme que vous achetez déjà épluchée et une pomme que vous allez éplucher vous-même. Très bon exemple. Ce ne sera pas la même pomme. Absolument. Donc, au niveau, pour des amandes, c'est exactement le même principe. Travailler à partir du fruit entier et brut, et ça n'a rien à voir avec le travail avec de la poudre qui a perdu toute sa substance. Alors on invite bien sûr tous les gens à aller à Boulay vous voir parce que vous serez reçus dans une salle à manger lorraine avec la grande table, le vaisselier, le sol, le carrelage. Ça c'est votre boutique aussi, vous avez voulu garder cette identité moselane. C'est ça, notre boutique elle a été faite, ma mère l'a imaginée à l'époque, autour d'un buffet lorrain qu'elle avait. Et donc, notre magasin, c'est une salle à manger, effectivement, avec la grande table de salle à manger, un coffre et ce double corps, ce vaisselier double corps qui était là à l'origine. Les gens entrent dans une salle à manger. Et n'oublions pas que le macaron de Boulay est présent à Osaka, au Japon. Les Japonais en raffolent. Et si les Japonais raffolent du macaron de Boulay, c'est qu'il est bon. Oui, c'est vrai que les Japonais aiment plutôt les bons produits. Alors, ils en raffolent. Bon, on a un outil de production qui est modeste, puisque chaque macaron est fait à la main. On n'est pas capable de produire aujourd'hui des tonnes de macarons. Mais effectivement, on a un importateur japonais qui les apprécie. Et chaque fois qu'il y a une French Week à Osaka ou à Tokyo, nos macarons sont présents. Et j'espère qu'on en trouve partout en France. Julien, vous défendez le macaron et sa diffusion partout en France, j'espère.
Évidemment, en France et ailleurs, tout en Dans le respectant évidemment ces traditions et ce savoir-faire exigeant qui s'oppose finalement à une production totalement, j'allais dire, mondialisée. Il est vrai que la qualité prend du temps, la qualité demande un savoir-faire, et on n'est pas là dans des produits que l'on peut multiplier par des milliards d'exemplaires, si vous voulez. Oui, Donc c'est là aussi, c'est à la fois, moi je vous dis, j'aime beaucoup, pour ne pas dire autre chose, les macarons de Boulay, et sachant que c'est un produit, comment dire, qui n'est pas rare, mais qui est quand même assez exceptionnel, je l'apprécie d'autant plus. Oui, c'est vrai. Surtout au moment de Noël en plus. Toute l'année. Je suis un fan. Ah oui, vraiment, je suis un fan des macarons de Boulay, comme d'ailleurs d'autres produits mosellans. Mais alors, le macaron se distingue tout particulièrement. C'est vrai qu'il est succulent. Merci Jacques-Alexandre, propriétaire d'entreprise de boulets et macaronnier célèbre dans le monde. On va continuer cette émission en allant faire un petit tour dans un endroit que tout le monde connaît dans la Moselle, qui est la ligne Maginot, qui date des années 30. On va explorer les galeries souterraines de cette ligne à 40 mètres sous terre et visiter ce vestige incroyable de la Moselle dans un instant. Restez avec nous, chers auditeurs de Sud Radio. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la destination Moselle. Nous sommes dans la Moselle avec Julien Fréburger, premier vice-président du département, et nous allons à 30 km au nord-est de Metz, à Vécrin. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on a bâti ici, entre autres, la fortification la plus moderne du monde, où les soldats français ont fait la connaissance de l'électricité, de l'éplucheuse à patates, des frigos, des douches, des WC, du chauffage central, de la VMC, bref, un endroit, une fortification moderne. Et on va accueillir Claude Poésie. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous. Alors nous sommes au Hackenberg, 2h30 de visite, 10 km de galerie, dans cet endroit qui est un endroit incroyable que j'ai visité moi deux fois. C'est un bloc de combat, un monstre qui abritait 1200 personnes, des artilleurs, 43 officiers. On peut dire que c'est un navire enterré avec le train électrique qui protège ce petit coin de la frontière et qui se visite grâce à vous, parce qu'avec votre association, vous essayez de le maintenir en l'état. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Moselle, nous avons le plus grand panel de sites de mémoire liés à notre histoire bien particulière. Et l'ouvrage du Hackenberg, qui est situé donc face au Luxembourg et à 20 km de la frontière allemande, est un exemple de l'évolution de ces fortifications du fait de l'histoire de la Moselle, qui est passée tantôt du côté allemand avec l'annexion et revenu du côté français, et qu'il a fallu fortifier à outrance ce secteur, les 150 km de frontière que nous avons avec le Luxembourg et l'Allemagne, a obligé bien sûr la France à protéger particulièrement la Moselle. Et donc cet ouvrage, qui est effectivement un des plus gros navires de guerre qu'on pourrait représenter de cette manière-là, il ne manque que les hélices. On a des salles des machines, on a même un métro intérieur, c'est la particularité que nous sommes un des rares encore à avoir en France, c'est ce métro souterrain en Moselle, dans un petit village, et un métro qui circule encore aujourd'hui avec des locomotives Alstom qui ont été restaurées. C'est du matériel qui a plus de 90 ans. Et donc, c'est un véritable défi pour nous de raconter cette histoire par des systèmes ludiques, puisqu'on utilise bien sûr l'authenticité des lieux pour raconter cette histoire mosellane et cette histoire française particulière. Julien Fréburger, est-ce que la ligne Maginot et sa visite, c'est un incontournable, un grand classique quand on est touriste et qu'on visite la Moselle ? Oui, je crois que la ligne Maginot, le Hackenberg, ce sont vraiment des endroits à ne pas manquer en Moselle, qui font, c'est du tourisme mémoriel aussi, du tourisme historique, du tourisme qui permet de réfléchir et de se rendre compte de ce que l'homme a pu créer dans un contexte historique donné. Et là, c'est un concentré d'ingéniosité, d'imagination, de technologie absolument incomparable. Donc oui, c'est un incontournable en Moselle, et toutes les personnes qui y sont passées y sont revenues et veulent encore y revenir, tant l'intérêt est grand. Oui. Et puis
Claude Poésy et les personnes qui l'entourent sont des passionnés, donc il faut s'adresser aux passionnés. Absolument. Et Claude Poésy, moi, il me l'a fait visiter le Hackenberg, et c'est vrai qu'on est en immersion et on est dans un endroit où il reste encore des choses qui vibrent dans l'air et dans l'espace de ce qu'ont pu vivre les soldats à l'époque. Quand on visite toutes les salles, les hôpitaux, les dortoirs, tout ce qui a été reconstitué par l'association de Claude, c'est incroyable tout ce qu'on peut vivre et qui est palpable quand on va à l'intérieur. Parce qu'on est à 40 mètres sous terre, même un peu plus, à cause de la colline. On a cette immense colline et on est en train de naviguer dans des souterrains. On est à 100 mètres sous terre. C'est impressionnant. Oui, par endroits, effectivement, on est à près de 100 mètres sous terre, sous les blocs d'observation et les puissants périscopes de l'époque, qui permettaient justement de voir toute avancée ennemie et de protéger le pays efficacement. Et on peut monter dans un bloc tourelle, hein? Alors, on visite un bloc tourelle, on visite une pièce, un ouvrage d'artillerie également. On a aussi bien la vie arrière des hommes de troupes qui est représentée dans les casernes, les cuisines, l'usine électrique, c'est une centrale électrique qui est en route tous les samedis et les dimanches, que la partie offensive, c'est-à-dire artillerie, casemate d'infanterie, on a même un mur anti-char avec Rhin, qui est une particularité, alors il n'en existe que 2 en France, ici et dans un petit village alsacien. Ces particularités sont issues donc de notre histoire et de la géographie particulière que nous avons. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est qu'à l'époque, quand les soldats français sont arrivés dans la ligne Maginot, la plupart d'entre eux n'avaient jamais eu accès à un tel confort. C'est-à-dire qu'on avait voulu rompre avec la guerre d'avant, les tranchées, l'horreur, pour leur offrir un lieu de vie et de survie avec électricité, chauffage, VMC, frigo. Enfin, c'était incroyable, ce bond dans le modernisme qu'on a fait grâce à la ligne Maginot et qu'on peut encore mesurer aujourd'hui. Tout à fait. Ces jeunes qui avaient entre 25 et 35 ans, il ne faut pas oublier qu'en 1935, ce sont les enfants de ceux qui étaient dans les tranchées. Et oui, ils avaient entendu parler de la guerre de papa et de l'horreur. Tout à fait. Le traumatisme est là. Et c'est du fait de ce traumatisme et qu'on ne veut plus jamais ça, qu'on construit ces équipements ultra modernes. On appelle ça même une ville à la James Bond, tellement la technologie est présente, la technologie de 1930. Oui. Voilà, on n'avait pas d'ordinateur encore, mais on avait... Non, mais il venait d'endroits familiaux, il n'y avait pas encore des WC, il n'y avait pas des douches, on est d'accord. Et il découvre ça dans la ligne Maginot. Il découvre le robinet, il découvre le chauffage central, il découvre l'eau chaude dans une conduite, les WC qui sont des WC déjà ultra modernes. Alors, on a encore quelques WC turcs, mais c'est déjà ultra moderne. Alors qu'à l'époque, effectivement, on va encore au puits, on va dans la cabane au fond du jardin. Ce sont des ouvriers et des paysans pour la plupart, ces soldats. Et donc là, faut pas oublier aussi une chose auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on est au lendemain de la grippe espagnole qui a fait plus de 400 000 morts en France. C'est ça. Ça veut dire que dans ces souterrains, c'est la propreté qui va être vraiment maître de tout. Et éviter le moindre virus, donc on passe aux douches le matin, on passe aux douches le soir pour des gens qui ne connaissent pas la douche dans leur vie privée, on va dire. Absolument. Et on va payer que ces milliers d'hommes qui se côtoient, qui se confinent dans les souterrains comme à bord d'un navire, ne puissent pas être contaminés par le moindre virus qui pourrait apparaître. Et donc, il y a une vigilance accrue et un modernisme qui permet même de les désinfecter en cas d'alerte au gaz. Absolument. Tout était prévu. Merci beaucoup, Claude Poésy. On est obligé de rendre l'antenne, mais en tout cas, allez voir ce magnifique ouvrage, La ligne Maginot et le Hackenberg. Le mot de la fin vous appartient, Julien Fréburger. En cette période de Noël, on a envie de dire joyeux Noël à tous en Moselle. Joyeux Noël, joyeux Moselle. Exactement, joyeux Noël, joyeux Moselle. Et venez surtout en Moselle pour parcourir le magnifique sentier des lanternes sur l'esplanade de Metz, comme les différents Noël de Moselle qui vous accueilleront avec énormément les fameux marchés de Noël de Moselle, bien sûr.
Ah, les Noëls de Moselle, ça vaut le détour. Ah oui. Rien qu'à Metz, il y a 2 ans, donc avant la crise, nous avons eu plus de 150 000 visiteurs sur le Sentier des Lanternes. Donc je vous assure que vous ne le regretterez pas, vous en aurez plein les yeux, plein la vue, avec une expérience sensorielle extraordinaire qui vous permettra d'être connecté à des univers à la fois historiques, enfantins et très technologiques aussi autour de Noël. Donc vraiment, les Noëls de Moselle, le Sentier des Lanternes, au milieu d'un patrimoine extraordinaire. On est au top. Ça vaut le détour. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission La France à découvrir spéciale Moselle. On espère qu'on vous a donné envie d'aller dans ce magnifique département. La suite avec Ça roule, Laurence Perrault et Pierre Chasseret sur l'antenne de Sud Radio. À dimanche prochain. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la destination Moselle.